Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Le concept est simple, retrouver dans chaque épisode les pépites d'une interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions rafales. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes, leurs recommandations en termes de séries, musique ou chaînes YouTube, et plus généralement, leurs conseils basés sur leurs propres expériences personnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Alexia et Mathilde qui vont nous parler de leur fascinant projet Prehistory Travel. Sans plus tarder, découvrons les meilleurs extraits de leur interview. Avant de rentrer dans les détails de votre parcours et projet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ainsi que votre projet? Oui, alors moi je m'appelle Mathilde et je suis la cofondatrice de Prehistory Travel avec Alexia. Et initialement, je ne viens pas du tout du monde de la préhistoire puisque j'ai d'abord fait des études pour être ingénieure en génie biologique et chimique. En parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai fait une licence d'histoire à distance. Et tout cela a fini par me mener au master quaternaire préhistoire et bioarchéologie au Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Alexia, que je vais laisser se présenter, je pense. Donc, bonjour à tous, moi c'est Alexia. Je suis également la cofondatrice de Prehistory Travel. Pas de grande nouveauté juste là. Prehistory Travel, donc en quelques mots, c'est un projet de médiation scientifique dans le domaine de la préhistoire. Et initialement, je viens du monde de la communication et du management. Et j'ai rencontré Mathilde quand j'ai fait le master quaternaire préhistoire et bioarchéologie au muséum, qui correspondait donc à une reprise d'études dans mon parcours. Alors peut-être pour spécifier, qu'est-ce qu'on trouve sur votre site et projet? Alors, on a un site internet pour Prehistory Travel et on a essayé de créer un écosystème autour de la préhistoire. On a notamment des articles où on aborde de façon plus détaillée et je pense plus complexe certains sujets en préhistoire, mais on a également des vidéos que l'on publie sur YouTube. Là, il faut plutôt voir les vidéos comme des formes plutôt condensées et simplifiées des articles. Et on réalise également des podcasts avec TMDJC, donc notre podcast qui s'appelle Préhistorique. Et pour chaque épisode, on vient débunker une idée reçue sur la préhistoire. Et après, on a également plein d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. On propose des interventions en milieu scolaire, notamment les écoles primaires. Et également, là, bientôt, on va commencer des petits cours en ligne, des conférences ou des lives. On n'est pas encore d'accord exactement sur le nom, mais disons que ce seront des moments d'échange avec notre communauté où on va aborder un sujet plus en détail en direct. Et on est aussi extrêmement présent sur les réseaux sociaux au quotidien pour répondre aux questions des personnes, que ce soit Instagram, Facebook, Thread, X, TikTok, Discord, etc. Enfin, voilà, on essaye d'occuper une niche écologique, on va dire, sur la préhistoire assez complète sur Internet. Et alors, pour donner un peu de contexte à ce projet, comment est-ce que vous est venue l'idée? Et peut-être aussi un peu avant, quelles sont les prémices de ce projet? Comment vous est Alors, venue cette passion pour la préhistoire? Alors moi, j'ai toujours été intéressée par l'histoire et la préhistoire, donc c'est pour ça que quand j'ai décidé de poursuivre mes études, une fois que j'étais ingénieure, je me suis dirigée vers ce master en particulier. Mais pour le projet Prehistory Travel, c'est un petit peu plus drôle. Il est né un peu comme ça, en un claquement de doigts. Du coup, Alexis et moi, on était toutes les deux en M1 la même année. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et durant une sortie, on était partis dans la forêt de Fontainebleau aller observer les gravures dans des abris sous roches, etc., parce que la forêt de Fontainebleau est connue pour avoir beaucoup de gravures de ce type. Eh bien, le trajet RER était long. Il y avait presque 2 heures pour y aller. Et qu'est-ce qu'on a fait durant ces 2 heures? On a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après notre master, etc. Parce que le domaine de la recherche, ça nous intéressait, bien sûr, mais c'est compliqué, etc. On s'est dit, mais c'est dommage, il n'y a pas de médiation, c'est compliqué. La préhistoire, c'est très mal connu, en fait, du grand public. Dès que vous regardez sur les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est un petit peu massacré. On s'est dit, c'est dommage, il n'y a rien. Et du coup, on s'est regardé, on s'est fait, et si on faisait quelque chose? Enfin, c'est Alexa qui m'avait posé cette question, et moi j'ai dit oui, et Prehistory Travel est né comme ça, en fait. Pendant toute la journée, on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire, sous quel angle, etc. Et au fur et à mesure, le projet s'est construit comme ça, du coup. Ouais. Et même, ça a été des choses... on a été renforcés par cette idée au cours de la suite de nos études, parce qu'il y a eu plusieurs fois des enseignants qui expliquaient la difficulté qu'il y avait aujourd'hui à faire le lien entre la recherche
et le grand public, et que même les articles en général qui avaient de vulgarisation dans les, on va dire dans les magazines connus, ou même les documentaires, etc., déformaient totalement ce qui se trouvait dans les articles scientifiques. Et il y avait même des questions qui étaient posées sur comment lier de nouveau la recherche et le grand public. Et on s'est dit, bon, bah, c'est parfait, on va dans la bonne direction alors. Et c'est aussi pour ça qu'on a la chance d'avoir des chercheurs qui acceptent de relire notamment les articles que l'on écrit avant de les publier en ligne, parce que bah, voilà, on est tous sensibilisés avec l'importance de la médiation en préhistoire pour le grand public. Et du coup, vous avez commencé pendant vos études à monter le projet? Oui, Et durant là, fin M1. d'accord. Et là, vous avez terminé vos études et le projet suit son cours. Mais du coup, est-ce que vous avez un travail en parallèle, Euh, spécifié? alors oui, alors moi je suis prof particulière pour des agences où j'habite et je suis également community manager. Alors moi, je donne des cours de français aux étrangers, pareil, de manière particulière, enfin des cours particuliers de français aux étrangers, et je suis également community manager. Et est-ce qu'à terme, vous aimeriez vivre de ce projet et faire ça à temps plein? Alors oui, c'est l'objectif principal, oui, c'est que ça devienne, que Prehistory Travel a avant tout vocation à devenir une entreprise qui soit rentable, tant pour Alexia et moi que pour l'équipe que l'on a derrière. Parce que là, actuellement, vous êtes entouré alors si j'ai bien compris, de personnes qui relisent vos travaux. Il y a aussi sûrement des personnes qui développent le site. Est-ce que vous pourriez préciser un peu qui est exactement derrière le projet Prehistory Travel? Oui, alors on a la société SLWD qui édite effectivement des sites Internet, qui s'occupe de notre site Internet. Pour le design de notre logo, on a travaillé avec un UX/UI designer qui s'appelle Xavier Potin. Pour toute la partie montage vidéo, film, etc., nous avons la société Linuen Sud. Pour toute la partie podcast et prise de son aussi sur nos vidéos, nous avons TMDJC, donc, dont parlait Mathilde tout à l'heure. Nous avons également Lucie Violet qui vient très régulièrement nous coiffer et nous maquiller pour nos vidéos quand elle est disponible. On a Maxence Lefebvre qui est un petit peu notre homme à tout faire, qui va prendre le temps de relire, de commenter, de regarder quand il y a des tests à faire sur les sites Internet. C'est un peu notre cobaye. Je ne sais pas si c'est très positif. Modérateur TikTok aussi. Ouais, c'est aussi notre modérateur TikTok. On a aussi nos modérateurs TikTok, effectivement, sur les lives, qui modèrent tout simplement, parce que quand il y a des centaines de personnes en instantané qui posent des questions, il faut mieux avoir des modérateurs qui sont là pour modérer un petit peu tout ça. Donc, on a vraiment tout un écosystème Prehistory Travel derrière. Et au quotidien, comment s'organise votre activité sur ce projet? Alors, on a chacune, on va dire, des pôles dont on s'occupe de façon privilégiée. Je dirais qu'en gros, Alexia est plutôt sur la partie réseaux sociaux. Qui est extrêmement, enfin, ça demande énormément de temps. Voilà, elle va sur nos différents réseaux pour poster, pour commenter aussi d'autres publications, etc., pour nous faire connaître et tout. Et moi, j'ai plutôt être sur l'autre partie, du coup, qui va plutôt être rédaction des articles, publication des articles sur le site internet, aider à la correction des vidéos YouTube, plutôt voilà la partie rédaction, bibliographie, etc., parce que les deux demandent énormément de temps et on peut pas chacune consacrer du temps aux deux pôles, on va dire. Donc ça, c'est plutôt séparé entre nous. Et après, on s'organise chacune comme on peut, je pense, déjà entre nos emplois du temps avec nos autres obligations professionnelles. Et on essaie, dès qu'on a un petit peu de temps, de faire avancer le projet au fur et à mesure, quoi. Et pour la partie intervention dans les écoles, est-ce que vous y allez toutes les deux ou vous répartissez les rôles ou c'est seulement l'une ou l'autre? Ça dépend, en fait. C'est les écoles aussi, quand en amont, l'école nous contacte
Donc, même si on a des projets, entre guillemets, fixes sur notre site internet, on s'adapte totalement aux besoins des écoles parce qu'à chaque fois, ils disent « Ah, ça m'intéresse, mais ça aussi, et puis éventuellement pour cette classe-là, mais plutôt ça pour celle-là. » Donc, on a toute une étape quand on rencontre les écoles déjà de créer le projet par rapport à elles et en fonction du projet, soit on y va toute seule, soit on y va à deux s'il y a besoin. On a aussi des fois des demandes de particuliers. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai été animer l'anniversaire d'une petite fille qui rêve d'être archéologue. Donc, on fait aussi des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. On s'adapte vraiment en fait aux demandes et aux besoins. Je ne peux pas parler de tous les projets, mais il y a d'autres choses qui vont arriver normalement pour la rentrée si tout se passe bien, et qui seront encore différents de ce que je viens de citer. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être deux? Est-ce qu'ils veulent aussi être deux? Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même tarification si on est là toutes les deux, en fonction du sujet aussi, parce qu'il y a des sujets où Mathilde est plus à l'aise que moi et inversement. Donc voilà, on adapte en fonction de tout ça, on va dire. Et si des gens sont intéressés par vos travaux et justement ils souhaiteraient passer par vos prestations, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Alors, sur notre site internet, prehistorytravel.com, dessus, vous pouvez nous contacter directement, soit par le site, soit il y a également notre adresse mail, silex@prehistorytravel.com, où vous pouvez tout simplement nous contacter. D'accord. Et je suppose qu'il y a pas mal de canaux entrants, en fait, puisque vous avez la chaîne YouTube, il y a le podcast, le site, il doit y avoir le réseau personnel, le réseau d'école. Et est-ce que, pour l'instant, comment vous jugez les demandes? Parce que j'entendais qu'il y avait beaucoup de questions aussi qui vous sont remontées. Vous n'avez pas peur que ça grossisse d'un coup de façon exponentielle? Alors, c'est vrai que c'est un vrai travail, comme disait Mathilde. C'est moi plutôt qui réponds sur les réseaux sociaux, sur l'adresse mail aussi en général, ce genre de choses. Parce qu'au-delà même des gens qui posent des questions parce qu'ils voudraient une prestation, on a tous ceux qui posent des questions parce que soit ils ont entendu un épisode, soit ils ont vu une vidéo, etc. Donc oui, c'est un travail à part entière, on va dire, parce que bon, évidemment, j'écris aussi des articles, par exemple. Donc j'essaye de partager mon temps entre toutes les réponses et tout ce qu'il y a à faire et les articles. Et c'est pour ça qu'en général, même si sur la rédaction d'articles avec Mathilde, on s'est répartis, il y a des articles, c'est plutôt moi qui rédige, on va dire le premier jet, d'autres, c'est plutôt Mathilde. C'est souvent Mathilde qui fait derrière le suivi des articles parce que justement, il y a tout ce temps sur les réseaux et comme elle disait, un réseau social aussi, il y a des algorithmes qu'il faut faire travailler. Et des fois, c'est même moi qui vais directement parler sur les gens, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou ce genre de choses. Donc, on a conscience de ça. Peut-être que du coup, s'il y a plus de gens qui viennent à moi, mon temps sera moins pris par le fait, moi, d'aller aussi vers les gens sur les réseaux sociaux. Donc, on espère que ça s'équilibrera. Et si toutefois, on avait trop de questions à un moment donné, mais ça serait super qu'on ait cette problématique-là à gérer. Et il n'y a pas de souci, on sait déjà comment on pourrait y faire face aussi avec d'autres personnes qui pourraient nous aider à répondre, en tout cas, sur les questions un petit peu récurrentes que l'on peut avoir de temps en temps. Si j'essaie de résumer, les gens ils peuvent à la fois consulter des vidéos sur YouTube qui sont plus de la vulgarisation et du résumé sur des sujets de la préhistoire. Ensuite, en fonction des besoins, vous faites des interventions soit dans les écoles, soit chez les particuliers. Sur le podcast, quelle est la valeur ajoutée que vous mettez en avant? Alors, les podcasts abordent des sujets qu'on n'aborde pas forcément en article ou en vidéo. Disons que le podcast préhistorique, il a un peu son écosystème à part, il vit un peu sa vie de son côté. Et là, c'est vraiment plutôt de débunker des idées reçues. Par exemple, là, le podcast qui va sortir ce mois-ci, la question, c'était « Y avait-il des femmes chasseuses à la préhistoire ?» On a déjà parlé de quoi? Du paradoxe obstétrical. Les apports de la paléogénétique en anthropologie, on a sur les cycles climatiques, on a… Les comportements symboliques qui ne sont pas réservés à notre espèce. Donc voilà, le podcast, ce sont vraiment des sujets qui sont différents des articles et des vidéos et qui généralement sont mal compris par le public. En tout cas, on voit passer un peu tout et n'importe quoi dessus sur les réseaux. Et donc pour nous, c'est l'occasion, durant entre 30 et 40 minutes, de remettre les choses au clair dans une discussion. Ouais, voilà. En fait,
chaque partie de Prehistory Travel, c'est une partie du puzzle de notre écosystème, comme disait Mathilde. Et c'est pareil, hein, on adapte aussi nos posts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous nous suivez sur Thread, X, LinkedIn, Instagram, Facebook, alors Instagram et Facebook, c'est les mêmes posts, mais les autres, c'est des posts aussi qui sont adaptés. Et vous pouvez avoir encore des informations différentes sur Discord, où là, c'est plus de la discussion. On va poster des articles aussi scientifiques qui viennent de sortir pour tenir un petit peu les gens au courant des dernières actualités, etc. Donc, on essaye vraiment, en fait, qu'une personne qui s'intéresse à la préhistoire, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer, puisse trouver quelque chose où elle va plutôt accrocher, parce qu'il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt auditifs, il y en a qui vont préférer directement des explications extrêmement pointues, il y en a au contraire, ils veulent juste quelques brides d'informations pour vérifier quelque chose qu'ils ont lu ailleurs. Donc, on essaye vraiment de proposer au public un large panel de choses dans lequel, en tout cas, ils vont pouvoir se reconnaître et se sentir assez à l'aise pour pousser la recherche. Félicitations, parce que c'est un gros travail et surtout, je trouve que c'est bien pensé, parce que vous avez un peu le contenu spécifique, le contenu vulgarisateur, le contenu très court. Et alors, en termes de monétisation du projet, vous avez des prestations. Et est-ce que vous avez d'autres produits, d'autres services? Alors, pour l'instant, en dehors des prestations pour les écoles et chez les particuliers, on n'a pas forcément d'autres produits pour l'instant. Alors, on a des idées, mais ça, on va les mettre en place plutôt dans l'année prochaine ou dans les 2 ans parce que voilà, il fallait déjà créer l'écosystème au départ. C'était déjà beaucoup de travail, donc on a priorisé certaines choses. Après, du point de vue de la monétisation, nous, on espère, c'est notamment notre chaîne YouTube, de pouvoir la monétiser à un moment potentiellement, et également notre TikTok qui a une vraie valeur ajoutée aussi, je pense, par rapport au reste et notamment aux autres réseaux sociaux, puisque sur TikTok, on fait vraiment des vidéos qui sont très courtes sur plein de sujets différents, mais vraiment, ça va être juste un point particulier de la préhistoire. Et du coup, on aborde des sujets qui sont bien plus différents que ce qu'on peut faire sur le site internet, par exemple, à travers les articles, etc. On parle notamment beaucoup plus des actualités scientifiques sur TikTok. Donc, on espère aussi pouvoir à un moment peut-être monétiser TikTok, ce qui nous permettrait, nous, de rémunérer surtout TMDJC pour les podcasts, la société Linsud, etc., de pouvoir au fur et à mesure aussi faire vivre tout le monde de plus en plus, on va dire, en plus d'Alexia et moi-même, et pouvoir aussi créer toujours plus de contenu intéressant autour de la préhistoire, puisque voilà, comme disait Alexia, c'est un énorme investissement de temps. Et du coup, si nous, on souhaite faire quelque chose qui soit vraiment qualitatif, donc voilà, on espère à terme que ça pourra nous aider aussi à en faire toujours plus pour la préhistoire, quoi. Et on a aussi sur notre site internet notre Patreon et une plateforme de dons. Donc, ça, il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui s'abonnent, qui soit mensuellement donc avec Patreon, soit avec des dons à certains instants, notamment parce qu'ils viennent je sais pas, de suivre un live sur TikTok, ça leur a plu et ils veulent venir contribuer un petit peu à tout ça. Donc, il y a ça aussi qui nous permet de fonctionner. Et puis, il y a d'autres projets, dont un gros projet sur lequel on travaille en ce moment aussi, pour lequel on est rémunéré, dont on ne peut pas vraiment parler, je pense. Non, pour l'instant, c'est secret. Il est encore secret pour l'instant. C'est encore secret, mais alors, il y a d'autres choses derrière qui se mettent en place, mais on doit garder aussi le secret sur certaines choses. Mais voilà, on a aussi des contrats à côté, toujours liés avec Prehistory Travel et la préhistoire, mais pour mettre encore en place d'autres choses à ce niveau-là. Combien ça vous rapporte les dons et les abonnements mensuels? C'est pas indiscret? Alors, j'ai pas de calcul exact, mais en fait, c'est là pour l'instant, c'est en train de monter. C'est-à-dire que le premier mois, on a peut-être eu 1 euro. Bon, j'exagère un peu, c'était un peu plus, on a peut-être eu 5 euros. Mais là, le mois dernier, je crois qu'on est autour de 150 euros, 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça dépend vraiment aussi de nous, ce qu'on fait. Sur TikTok aussi, les gens, pendant les lives, ils envoient des petits cadeaux. Donc, ça aussi, alors pour l'instant, cet argent, on l'a laissé sur TikTok. Il y a pas non plus une fortune, hein, il doit y avoir 40 euros dessus. Mais c'est vrai qu'on a aussi ça derrière. Voilà, il faut aussi penser aux personnes qui nous donnent au travers des petits cadeaux de TikTok.
Donc, ouais, je pense que si on cumule avec ce qu'on a fait sur TikTok et tout, on doit être sur le mois dernier ou peut-être les 2 derniers mois autour de 150 euros, 200 euros. Je sais que les gens, en général, ils sont assez généreux quand ils font des dons sur Stripe. Donc, à travers notre site internet, on est autour de 25 euros par don quasiment. Donc, ça monte assez vite. Et puis, on a des followers, je pense notamment à Gamol, qui nous suit absolument partout, qui est abonné à notre Patreon. Enfin voilà, il y a des gens comme ça qui ont un investissement important dans Prehistory Travel, donc on les salue, bien évidemment. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir sur le moyen terme d'ici 3 ou 5 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez, comment est-ce que vous aimeriez organiser votre quotidien autour de ce projet? Dégager plus de temps pour Prehistory Travel, ça serait l'idéal. Si on a plus de dons, si on a plus de personnes qui s'abonnent aussi au Patreon, si on arrive à monétiser certaines choses, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir moins travailler à côté. Donc, on est toutes les deux à notre compte avec Mathilde. Donc, ça nous permet aussi de moduler en fonction de l'avancée. Plus Prehistory Travel grossit, plus on va pouvoir réduire ce qu'on fait à côté. Et donc, plus on va pouvoir produire. Il faut savoir que Prehistory Travel, ce fameux jour où nous étions dans le train, il y avait quand même 1h30 de transport. En 1h30, je pense qu'on a imaginé Prehistory Travel sur les 10 à 15 ans à venir. Hein. Donc, ce n'est pas les conseils qui nous manquent et les idées. On a une foule d'idées et de choses que l'on peut faire autour de ça. Et ça va vraiment être fonction finalement de l'argent que l'on arrive à récupérer, qui va nous permettre derrière de nous libérer du temps, qui va nous permettre aussi comme le disait Mathilde, de rémunérer les personnes qui travaillent avec nous. Et donc, plus tous on a de l'argent, plus on peut faire des choses pour Prehistory Travel et se concentrer dessus et développer la montagne d'idées qu'il y a derrière. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder ou mettre en avant. Sinon, je vous propose peut-être de passer aux questions rafales, si ça vous convient. Je crois qu'on a tout dit sur la partie Prehistory Travel. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait être intéressant sur une interview comme ça. Oui, je pense, ouais. On a couvert pas mal de choses. Alors, j'y vais avec la première question. En général, à quelle heure vous levez-vous le matin et quelle est votre première activité de la journée? Je me lève à 7h et je nourris mon chat, parce que sinon, elle n'est pas contente. Je me lève à 8h30 et je regarde les réseaux sociaux. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? C'est complexe. Mr. Brightside, The Killers. Je dis ça. Moi, je me suis dit pourquoi j'aurais pas le droit de faire un montage de plusieurs musiques, même si c'est une seule musique, un seul fichier que j'envoie après, et j'essaierai de mettre un peu tous les styles du coup de musique, quelques extraits de plein de styles différents. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderiez-vous de regarder? Série, je dirais Sherlock parce que c'est ma série préférée de tous les temps. Chaîne YouTube, je peux que vous recommander Entracte Science. Chaîne YouTube Entracte Science, et au niveau des séries, c'est très compliqué parce qu'il y en a plein que j'adore, mais je dirais The Big Bang Theory parce que c'est quand même la série où j'ai le plus rigolé dans ma vie, j'en ai pleuré de rire, donc voilà. Quelles applications ou logiciels utilisez-vous le plus? TikTok et Canva pour faire des posts pour nos réseaux sociaux. Ouais, TikTok énormément, Discord, pas mal aussi, Messenger, mais ça c'est plus personnel. Mais ouais, sinon d'un point de vue Prehistory Travel, énormément TikTok, puis Instagram, Facebook. Enfin, je passe un temps infini sur les réseaux sociaux. Pratiquez-vous un sport ou une activité physique? Oui, la course à pied et le yoga. Oui, me lever chaque matin. Admettons que l'on vous donne 100 euros. Dans quoi les dépenseriez-vous? Dans des livres. Dans tes livres. Avez-vous un principe, une maxime ou une habitude que vous conseillerez à tout le monde de suivre? Est-ce qu'on a des habitudes saines, nous? C'est ça, c'est ça le truc. On ne peut pas dire buvez du champagne si vous faites une société. Ça aide. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi,
disais, ne laissez jamais quelqu'un venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est une citation de Mère Teresa et c'est quelque chose que je me répète souvent dans ma petite tête. Moi, en habitude, je dirais prenez 5 minutes par jour pour lire ou faire ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à pas prendre de temps pour soi parce que voilà, on est tous débordés et on est tout seul pour gérer notre barque. Mais même si c'est le cas, essayez quand même de prendre au moins 5-10 minutes par jour juste pour vous, quoi. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Si vous étiez président et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerez-vous en priorité? Le système de l'éducation en France. Le système de l'éducation en France, et la première chose que je changerais, c'est que je remettrais le droit d'enseigner l'école à la maison aux parents, parce que tous les chiffres montraient que ce n'était pas lié à l'obscurantisme religieux du tout et que ça aidait surtout principalement les enfants qui étaient soit en sport-études, soit en échec scolaire, en phobie sociale, etc. Et une pensée pour tous ces enfants, du coup, que ça aidait énormément l'école à la maison. Et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour les parents d'obtenir ces autorisations et ça dépend en plus en fonction des académies. Donc, je travaillerai là-dessus. De quels accomplissements êtes-vous le plus fier? C'est dur, ça. Accomplissement. Déjà, la question, c'est est-ce qu'on a accompli quelque chose déjà qui mérite d'être souligné? J'ai envie de dire Prehistory Travel, mais Prehistory Travel n'est pas complètement abouti. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est un accomplissement en soi. Sinon, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai fait du sport à haut niveau et j'ai gagné les championnats de France. J'imagine que ça peut être considéré comme un accomplissement. En tout cas, j'en suis plutôt fière. C'est dans quelle discipline? En voltige équestre. J'ai fait du sport de haut niveau aussi quand j'étais plus jeune, donc je vais copier Mathilde. Et je vais dire, j'ai quand même fait 7 ans de sport-études de patinage artistique et je me demande comment j'ai fait parce que je me levais tous les matins à 6h moins quart. Je passais 3 heures sur la glace. Je faisais ensuite 1 heure de préparation physique. J'allais à l'école et le soir, souvent, j'allais en plus prendre des cours de danse pour compléter ma formation. Donc, je ne sais pas comment j'ai survécu à ce rythme-là pendant 7 ans. Je sais que j'étais passionnée, que j'étais obsédée. Mais ouais, je pense que je suis assez fière d'avoir réussi à faire ça, même si j'en serais incapable aujourd'hui. Vous avez le mot de la fin. Que voulez-vous dire pour conclure cette interview? C'est dur aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire en mot de la fin? Faut un mot de la fin qui soit bien, tu vois, qui marque les gens. Buvez du champagne, non, c'est pas ça. Mais non, c'est toujours pas ça. Courage. Non, c'est pas ça non plus. Mais... Non, en mot de la fin, voilà, soyez curieux. N'hésitez pas à aller dans des choses diverses et variées. Si vous avez envie un jour de reprendre vos études, comme je l'ai fait après 10 ans sans rien faire niveau études, j'ai envie de dire, faites-le, rêvez grand. Et soyez heureux. J'approuve. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Mathilde et Alexia pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers leurs travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo. À très vite.